Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Point de Vue. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Mathieu Souquier, qui est très en forme, qui avait déjà commencé le débat d'ailleurs. Avant le début du générique, vous êtes consultant, vous êtes aussi expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Ça m'arrive. Et vous avez conseillé un certain nombre de responsables politiques, dont la ministre Myriam El Khomri. Et bonsoir Jérôme Sainte-Marie. Vous êtes politologue sondeur, vous avez créé votre propre cabinet, Pollingvox, vous êtes aussi essayiste. Et votre dernier livre, en attendant le suivant, qui est presque prêt, paraît-il, Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme, aux éditions du Cerf. Alors, on va parler de politique, c'est l'une des conséquences du premier tour des régionales, c'est qu'il y a des rapprochements entre les différentes listes de gauche qui parfois fusionnent. Comme c'est le cas en Ile-de-France, où derrière Julien Bayou, Audrey Pulvar et Clémentine Autain ont concentré leurs forces. Regardez cette carte des régions de France que nous vous avons concoctée. Elle montre qu'il y a 5 régions dans lesquelles les 4 principales forces de gauche ont fait liste commune. L'Île-de-France, j'en parlais à un instant, mais aussi les Hauts-de-France, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. D'où cette question toute simple. Jérôme Sainte-Marie, l'union de la gauche est de retour ? Oui, enfin, visiblement, puisqu'il y a une tentative de la faire. Ça va être intéressant en quelque sorte, parce que comme votre carte le montrait, il y a plusieurs formules en quelque sorte. Absolument. Plusieurs nuances de rouge ou de rose. Et donc, il y a une forme d'aspect un peu laboratoire en quelque sorte, pour voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Ça peut avoir des conséquences, bien sûr, sur la présidentielle. Malgré le côté extrêmement artificiel de l'exercice, puisque la gauche aussi est quand même un peu impactée par la faiblesse de la participation. Ou plus précisément, c'est une certaine gauche qui s'est mobilisée. La dimension populaire de la gauche, si elle existe encore, eh bien forcément est sans doute restée chez elle. Donc il y a un petit côté un peu artificiel dans cette expérience de laboratoire. Ce n'est pas des conditions parfaites d'un point de vue scientifique. Mais voilà, bon, effectivement, c'est une formule d'union de la gauche. Alors la question, c'est est-ce que indéniable. Est-ce que c'est purement tactique, Mathieu Souquier, ou est-ce que ces gens ont réussi à se trouver des choses en commun ? Les deux, mon général, et ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que la gauche plurielle du temps de Lionel Jospin, elle avait un intérêt à s'allier, mais elle avait aussi précisément des intérêts en commun, des intérêts de fond en commun. Et il est toujours possible d'établir une plateforme programmatique commune. Le programme commun, c'est encore plus vieux que la gauche plurielle. Ça fait longtemps que ça existe. Et ce qui est vrai, c'est que la gauche a toujours dû, en réalité, en passer par une union pour accéder au pouvoir. C'est sa faiblesse, en réalité. Elle est, sous la Ve République, depuis le début, plus faible que la droite. Et donc, elle a besoin de s'unir pour gagner. Ou en tout cas, quand elle n'est pas unie, en général, elle perd. Alors là, on voit qu'il y a effectivement plusieurs formules, que c'est à la carte. La carte de France dit bien que c'est à la carte en fonction des régions, en fonction de spécificités locales, d'inimitié ou d'amitié locale. Mais du coup, on voit bien que par rapport à la gauche plurielle à laquelle je faisais référence à l'instant, on recule, puisque cette union de la gauche, elle ne fait plus consensus partout. Alors on peut le dire, comme le disait Jérôme, que c'est finalement du pragmatisme. Ça permet de regarder au gré des échelles locales ce qui fonctionne le mieux, ce qui paraît le plus efficace. Je crains malheureusement d'ailleurs qu'on ne puisse pas en tirer de règle générale. L'union de la gauche, elle se fait dans les Hauts-de-France. Elle se termine avec un score assez faible. Elle ne s'est pas faite en Île-de-France au premier tour. Dans les Hauts-de-France, elle s'est faite dès le premier tour avec une seule liste. J'aurais dû être plus précis, exactement. En Île-de-France, elle ne s'est pas faite au premier tour. Elle se fait dans l'entre-deux tours et on verra si cela permet d'enclencher une dynamique d'entre-deux tours qui lui permet, puisque la politique, encore une fois, ça n'est pas de l'arithmétique, qui lui permet à la fin de faire davantage que les scores additionnés de ces candidats désunis. Et parfois, il n'y en a plus du tout, comme en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où la gauche s'est fait harakiri, comme la dernière fois, comme en 2015. Oui, alors, juste un point là-dessus. On s'étendra peut-être un peu sur Europe Écologie Les Verts dans ce scrutin. Europe Écologie Les Verts a bien marché aux européennes de 2019, a même encore mieux marché aux municipales de 2020 en gagnant quelques grandes villes. Je crains que ce scrutin quand même si encore une fois son score global n'est pas catastrophique, je crains quand même que ce scrutin ne soit pas très bon pour Europe Écologie Les Verts. Là où Europe Écologie Les Verts, précisément, embarque comme locomotive l'Union de la gauche dans les Hauts-de-France, le score est assez faible, il est même très faible objectivement. Et en PACA, puisque vous faites référence à PACA, on aura connu pendant quelques jours effectivement cette tête de liste qui aura dû attendre quelques heures tragiquement pour renoncer. Alors même qu'il faisait peu de doute qu'à la fin, il aurait à canner.
Donc c'est un peu triste en réalité que d'avoir donné ce spectacle-là en pacarme. Je vous redonne la parole tout de suite, cher Jérôme, mais avant, je voudrais la donner à nos internautes comme tous les jours, et pas comme par hasard, vous donnez votre point de vue, vous aussi. On vous a posé la question, selon vous, l'Union de la gauche est-elle de retour avec ses régionales? Eh bien, vous êtes assez sceptique, voire même très sceptique, puisque 84% d'entre vous, interrogés sur Twitter, considèrent que non. Voici un ou deux points de vue. Au régional, elle a pratiquement toujours existé, nous dit RYDH, alors qu'au présidentiel, où les querelles d'ego entrent en compte et où les différences idéologiques ont plus de poids, la gauche est mal partie. Et puis vadingue, elle est peut-être de retour, mais bon, si elle fait 20%, je ne vois pas en quoi c'est un événement. Oui, alors en fait, il me faut du temps pour comprendre les questions. Donc, je crois que j'ai mieux compris la vôtre. Il faut revenir quand même à ce que c'est que l'union de la gauche. L'union de la gauche, c'est pas dans l'histoire politique française, c'est dans le vocabulaire politique également. C'est pas seulement le fait d'une alliance de second tour. Ça, c'est pas l'union de la gauche, c'est la gauche, comme c'est la droite. C'est-à-dire qu'être de gauche, c'est au fond de choisir l'autre candidat à gauche qui sera qualifié au second tour si le sien ne l'a pas été. C'est une question de discipline plus que de choix politique. L'union de la gauche, c'est tant tel que ça a existé donc, au tournant des années 70, eh bien, c'est effectivement c'est le programme commun en réalité. C'est-à-dire que c'est effectivement des forces clairement séparées qui choisissent parfois dès le premier tour, c'était le cas en 65 pour la présidentielle, c'était le cas également en 74 d'ailleurs, et donc qui choisissent effectivement, c'était le Parti communiste qui choisissait de s'effacer derrière un candidat de gauche, et en 74 avec un programme commun en plus. Là, c'était vraiment l'union de la gauche qui était donc structurée. Et ça pouvait fonctionner, pourquoi? Et c'est pour ça que la différence est radicale par rapport à aujourd'hui, c'est qu'à l'époque où il y avait des grandes forces de gauche qui avaient quand même des cultures et une sociologie différentes. Grosso modo, on avait le Parti communiste qui amenait certains syndicats comme la CGT et une bonne partie quand même du monde ouvrier. Le Parti socialiste amenait lui aussi des syndicats, mais plutôt, vous savez, la Fédération d'éducation nationale, la CFDT, et avait plutôt les fonctionnaires du public. Et certains étaient pro-atlantistes, d'autres très pro-soviétiques. C'était vraiment des forces différentes qui avaient choisi de faire un effort électoraliste important avec cette union de la gauche. Là, c'est un peu une parodie. Parce que je prends l'Île-de-France par exemple, vous avez trois forces qui ont des cultures politiques différentes relativement, mais Audrey Pulvar, Clémentine Autain et c'est Julien, n'est-ce pas, Bayou, c'est quand même des gens qui se ressemblent étonnamment, qui, de leur entourage, c'est à peu près la même culture, c'est un peu ce que j'appellerais un peu la gauche universitaire, si vous voulez. Donc, ce n'est pas des forces très très différentes. Ils ont été séparés parce que les appareils n'étaient pas les mêmes, mais c'est vrai qu'il y a à la fois une assez grande convergence, mais cette convergence révèle en fait une grande faiblesse, c'est que ça ne concerne plus que quelques milieux sociaux assez épars. Alors c'est une convergence de personnes, vous le disiez, mais est-ce que sur le fond, ces différents partis sont si proches que ça? Il y en a un qui n'y croit pas et qui pense que cette alliance est contre nature, c'est Manuel Valls. Écoutez l'ancien Premier ministre socialiste, il était hier chez nos confrères d'LCI. Alors vous voyez apparaître à l'écran Manuel Valls, qui explique pourquoi est-ce qu'à son avis, cette alliance en Île-de-France est mauvaise. Au milieu, mon confrère Darius Rochemin, et à droite, Julien Bayou, qui est justement la tête de liste écologiste de cette liste unique. Je m'autorise aussi à penser que l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon et avec ses amis est une faute politique et morale. Je le dis tranquillement, sans anathème, sans insulte, mais s'allier avec ceux qui font preuve d'ambiguïté dans le soutien aux policiers, sur la question de la laïcité, sur la question de la lutte contre l'islamisme, sur la question de la lutte contre l'antisémitisme, sur tous ces sujets qui sont au cœur du débat identitaire ou du débat républicain, s'allier avec cette gauche-là est une faute politique. Alors, dernier mot. Une faute politique. Mathieu Souquier, Manuel Valls a de la suite dans les idées. Il a toujours affirmé qu'il y avait ces deux gauches irréconciliables. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, il s'est peut-être un peu trop éloigné de la politique nationale. Il est parti à Barcelone quelque temps et du coup, il y a des choses qui ont échappé. Parce que... Ah, mais ça, c'est une attaque personnelle. Non, pas du tout. Parce que vraiment, je ne vois pas en quoi. Je crois qu'il parlait précisément en plus de l'Alliance en Île-de-France. Et je ne vois pas en quoi Clémentine Autain, par exemple, est suspecte d'antisémitisme ou oui, pour être porteuse d'ambiguïté. Je précise même les choses, en fait. On parle de personnalité politique. Jean-Luc Mélenchon était dans le gouvernement de Lionel Jospin à l'époque où Manuel Valls était le conseiller de Lionel Jospin. Alors, mais à l'époque, Mélenchon était socialiste. On peut dire les choses ont changé, certes, mais j'ai du mal à comprendre qu'un ancien allié soit devenu quelqu'un d'absolument infréquentable au point que sa fréquentation constitue une faute morale et politique. Encore une fois, on peut quand même faire preuve d'un minimum
d'un minimum de nuances. Je précise même que Clémentine Autain, par exemple, il s'agit d'elle en l'occurrence, a été adjointe apparentée communiste au maire de Paris pendant un mandat, Bertrand Delanoë. Tout ça me paraissait extrêmement compatible, il n'y avait rien d'irréconciliable. Donc j'ai l'impression qu'on surjoue en l'occurrence des désaccords qui n'existent pas fondamentalement. Et je dis même que Clémentine Autain a été, des 3 candidats en Île-de-France, la première à dire « il nous faudra faire l'alliance, il nous faudra précisément nous réconcilier, et c'est notre seule façon de battre potentiellement Valérie Pécresse ». Donc je ne défends pas spécialement Clémentine Autain, mais je trouve que la charge de Manuel Valls est un tout petit peu à côté de la plaque. C'est vrai que ça n'a pas de sens, tout à fait, entre nous, de faire de Manuel Valls l'arbitre des élégances à gauche. Non, je veux dire, c'est ce qu'on appelle sur Internet un troll, vous savez, il vient là pour c'est un ancien Premier ministre quand même. Lancer des trucs. Il a failli être le candidat de son camp à l'élection présidentielle. Mais il a perdu la primaire. Il a failli d'assez loin Oui. quand même. Oui. Il a failli d'assez loin. Et par ailleurs, non mais c'est un troll, c'est-à-dire qu'il lance des invectives qui sont à la limite de la diffamation en réalité. C'est repris par les autres camps qui sont ravis de voir que ça va mettre de l'ambiance à gauche. C'est toujours le même, je ne vais pas prononcer certains mots, mais c'est toujours le même type d'accusation. C'est vraiment, c'est à la fois assez graves, mais qui deviennent dérisoires à force d'être énoncés à tout sujet et toujours sur, Oui, mais sur le fond, le même propos. Alors effectivement, ça a peu de choses à voir avec C'est un l'élection tout. régionale, mais qu'il y ait 2 cultures de gauche différentes entre la culture d'une gauche républicaine et d'une gauche plus tentée par je sais pas, une vision communautaire de la société française, ça existe quand même. C'est pas Manuel Valls qui l'a inventé. Je ne veux pas rentrer sur ce terrain-là, parce qu'en plus, il y aurait tellement de choses à dire sur Manuel Valls, mais on ne sait pas exactement si l'émetteur est le mieux placé pour dénoncer les autres. Mais c'est un autre problème. Ouais. C'est un autre problème. Oui, donc bref, c'est assez curieux. Et non, évidemment, c'est un des clivages. Mais il y a un clivage sérieux sur cette question de république et d'universalisme. Ça existe. Les rôles ne sont pas exactement, à mon avis, répartis de la manière dont Manuel Valls prétend qu'ils le sont, mais pourquoi pas. Mais vous avez des clivages beaucoup plus sérieux. Vous avez de très nombreux clivages sur un truc un peu comme ça, tout à fait neutre, sur l'Europe. Voilà, sur l'Europe, il y a un vrai clivage. Il y a une gauche qui a voté oui, une gauche qui a voté non. Ça, c'est précis, c'est clair. Mais il y a toujours eu des clivages. Encore une fois, à l'époque du nom de la gauche et du programme commun, il y avait des gens, c'était quand même en pleine guerre froide, ça se battait, enfin il y avait la guerre froide qui était chaude sur quelques théâtres, etc. Des gens étaient favorables à l'URSS, d'autres voulaient rester dans l'OTAN. Ceux-là qui ont triomphé. C'était pas rien, si vous voulez. Il y avait plein de sujets sur lesquels c'est différent, sauf qu'il y avait le sentiment qu'il y avait, comment dirais-je, qu'il y avait déjà une perspective de victoire, donc ça permet aussi d'arriver à des compromis, et puis qu'il y avait aussi derrière des forces sociales qui poussaient dans le même sens. Là, aujourd'hui, les forces sociales poussent beaucoup moins, on va dire, et ce qui fait qu'on est dans l'idéologie, et les propos que tient Manuel Valls et ses amis, c'est véritablement les quelques amis qu'il a, désormais, en tout cas dans son camp, dans son ancien camp, parce qu'on ne sait plus où il est. Parce que, vous savez, si on s'amuse en plus à parler de la politique par capillarité, machin a eu quelqu'un de ses proches qui a participé à tel meeting. Mais à ce moment-là, on regarde à quel meeting a participé Manuel Valls à Barcelone. Non mais j'ai rien contre Vox, qui est une formation à la droite du Parti populaire et donc plutôt des héritiers du franquisme. Ils ont le droit d'être là, etc. Mais le type, il donne des leçons à la gauche, il va participer à des meetings avec Vox. Et après, alors qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle Un État impardonnable, où il s'affiche comme un grand partisan de la République espagnole en 1936. Ce type-là ne sait pas où il habite. Alors voilà, le parcours politique personnel de Manuel Valls n'étant pas au cœur de cette émission, on va peut-être changer de sujet, encore que, voilà une remarque très intéressante d'Arkouzgui qui nous dit « Si on trouve normale l'alliance gauche ultra-gauche, pourquoi rejeter l'alliance droite-extrême droite ?» Et c'est vrai que Valérie Pécresse a relevé ce point en disant « Mais les partis extrêmes, quand ils sont à gauche, c'est formidable, on a le droit de faire toutes les alliances qu'on veut, alors qu'à droite, c'est indigne. » Est-ce que vous comprenez ce 2 poids 2 mesures, Mathieu Souquier? Je me permets, avant de vous répondre, juste d'insister sur un point. Pas sur Manuel Valls, hein, parce qu'on en a assez parlé. Non, mais sur les gauches irréconciliables. C'est effectivement, c'est quand même le sujet. C'est surtout Manuel Valls qui les voit irréconciliables, car si on regarde les enquêtes, les différents courants de la gauche aujourd'hui sont favorables ultra majoritairement à une union de la gauche. Donc les sympathisants de gauche, eux, ne voient pas en quoi il y aurait des sujets qui soient irréconciliables. Et comme le disait Jérôme Sainte-Marie tout à l'heure, il y a toujours eu de fortes disparités à gauche, de fortes différences, des points de clivage, mais des points de clivage qui ont su historiquement se surmonter, car l'intérêt stratégique à un instant T, c'est de savoir définir une plateforme commune.
Voilà. Ok. Euh, Et sur le deux poids, deux mesures, Alors, sur le deux poids, deux mesures, c'est pas la même chose? je dis c'est pas la même chose. L'extrême droite, c'est historiquement situé en marge du champ républicain. L'extrême droite a été historiquement ennemie du camp républicain. Elle a jusqu'à il y a peu, en tout cas c'était tout à fait vrai du temps de Le Pen père, elle a continué à afficher des positions qui la mettaient hors du champ républicain. Manuel Valls parle des ambiguïtés en matière d'antisémitisme de je ne sais pas qui, de Clémentine Autain, Julien Bayou, etc. Soyons sérieux. Jean-Marie Le Pen, il y a peu, ne jouait quasiment pas d'ambiguïté en matière d'antisémitisme. Et il se trouve tout de même que, même si Jean-Marie Le Pen a été exclu de son parti, même si Marine Le Pen a, en termes de posture, adopté effectivement une attitude différente et des propos différents, la Fondation Jean Jaurès, que je représente ici, a produit une note il y a quelque temps où ils sont, sans aller faire beaucoup d'archéologie, juste déterrer des profils de candidats au régional. Et on voit bien qu'il y a des dizaines et des dizaines de candidats au régional sur les listes Front National qui se sont fait outer sur des déclarations antisémites, des dérapages racistes, etc. Donc je ne dis pas que la totalité de l'appareil frontiste est comme ça. Je ne dis pas que la totalité des électeurs ou des sympathisants du Front National sont des gens racistes ou antisémites. Je dis que ça reste un parti à part, avec un noyau d'extrémistes de droite qui sont effectivement en marge du champ républicain, ce qu'on ne retrouve pas, mais au sein de la France insoumise. Juste une toute petite chose. Une toute petite. Je crois que votre question, je vais la remettre en cause celle-là aussi, parce que, comment dirais-je, il y a un point commun, c'est qu'on appelle extrême gauche quelque chose qui n'est plus l'extrême gauche. La France insoumise, ce n'est pas l'extrême gauche. Ils n'ont pas un programme marxiste-léniniste. Lutte ouvrière, c'est l'extrême gauche. Ils proposent un changement de régime, c'est leur droit, mais c'est clairement l'extrême gauche. La France insoumise dit gauche radicale d'ailleurs, refuse l'étiquette d'extrême gauche. Pas du tout l'extrême gauche. Le Front National n'est pas l'extrême droite. Il ne propose pas un changement de régime. Il suit toutes les règles imposées, etc. Encore une fois, on peut parfaitement être en désaccord total avec ce que dit la France insoumise ou le Rassemblement national, mais on ne peut pas les qualifier d'extrême gauche et d'extrême droite en toute rigueur. Et le Front National reste le seul parti, encore une fois, qui peut compter sur ses listes des gens qui sont capables de dérapage antisémite. Comme j'ai un autre sujet à vous proposer, je vous propose que nous y passions.